Alors, pour conserver le timing, donc je vais lancer, alors ça va être mon apport technique à l'après-midi, c'est-à-dire que je vais lancer la présentation de Yves Trégaro, donc qui va nous parler de l'impact Covid finalement sur les filières animales. Voilà. Alors c'est un exposé de 25 minutes, voilà, et je vais le lancer et en espérant que ça marche technologiquement, parce que c'est toujours une surprise, n'est-ce pas? Alors, je le lance et je le partage. Bonjour à toutes et à tous. Les organisateurs de ce webinaire AFZ Covid-19 m'ont sollicité en tant qu'agroéconomiste spécialiste des productions animales pour vous parler de résilience, d'adaptabilité, d'agilité des filières animales et de leurs acteurs. Pour répondre à ce sujet, 3 questions. Comment les filières animales et leurs acteurs économiques se sont adaptés au contexte de la crise sanitaire? Quelles mesures ont été prises pour maintenir l'équilibre offre-demande? Et pour conclure, quelles pistes de réflexion envisagées pour conforter les filières animales? Pour traiter ce sujet, 2 regards. Un regard sur le marché français avec la filière bovine, avec une accentuation de la demande en viande hachée, un probable ralentissement de la demande d'animaux maigres à l'exportation. Ensuite, nous verrons la filière laitière avec une maîtrise de la production. Et enfin, 2 filières festives qui ont été particulièrement impactées, le foie gras et la viande de chevreau. Le regard sur le marché international portera sur la viande porcine aux États-Unis, les filières bovines exportatrices et enfin les échanges de produits laitiers dans le monde. Pour commencer, les regards sur le marché domestique avec la filière bovine. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les importations françaises de viande bovine pendant la période de confinement ont diminué d'environ 30%, ce qui représente environ 20 000 tonnes, ce qui veut dire que la filière s'est organisée pour approvisionner son marché plutôt avec des viandes d'origine française et réduire sa dépendance vis-à-vis des importations. Ceci peut se visualiser au travers de l'évolution du prix des bovins finis en France, avec la courbe de prix de la vache O qui correspond à la vache laitière et de la vache R qui correspond aux vaches allaitantes. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, juste après la période du début de confinement, il y a une période de déstabilisation du marché avec un recul des prix, mais ensuite une augmentation des prix relativement significative, à la fois pour les vaches O qui vont servir à faire du steak haché et de la vache R avec un prix qui se maintient à un niveau plus élevé, alors que pour la vache laitière, il a tendance à diminuer actuellement pour approvisionner les boucheries, les rayons traditionnels des boucheries en GMS et aussi la demande en steak haché. Alors, je voudrais revenir sur cette demande en steak haché parce qu'elle est tout à fait significative d'une évolution forte pendant la période de confinement. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la consommation des ménages en viande hachée représentait à peu près 25% de la demande en 1995 et représente aujourd'hui 50%. À l'inverse, la demande en pièces représentait 75% en 95 et aujourd'hui 50%. Pendant la période de confinement, il y a eu une demande extrêmement forte de viande hachée que nous allons voir maintenant sur différents graphiques. Alors tout d'abord, pour commencer, la viande de bœuf hors gros achats et hors viande hachée, c'est-à-dire finalement les ventes de muscles, observées au travers du panel Kantar World Panel. Sur ce graphique, vous avez des barres bleues qui correspondent à l'évolution brute de la consommation des ménages par rapport à l'année précédente. Et en rouge, vous avez l'évolution lissée sur 3 mois qui donne une meilleure représentativité des tendances d'évolution. Ce qu'on peut constater sur la viande de bœuf piécée, c'est qu'on était dans une tendance de réduction de la consommation à la fin de l'année 2019, que pendant la période de confinement, on a eu une augmentation qui est de l'ordre de 5% pour chacun des mois entre février et juillet. Et donc, nous avons une augmentation de la demande en viande piécée d'environ 5%. Par contre, lorsque l'on va regarder sur le bœuf haché frais, cette demande a été beaucoup plus substantielle, alors qu'on était dans une tendance relativement plate par rapport à l'année précédente en 2019.
Début 2020, la hausse s'est portée à hauteur de 10% entre février et juillet. Lorsqu'on regarde le bœuf haché, congelé, c'est encore beaucoup plus marqué, avec une demande qui va représenter une hausse de 40%, voire 50% en mars et avril. Le bœuf haché congelé a l'avantage d'abord d'un prix relativement faible et plus faible que la viande hachée ou la viande piécée, et deuxièmement de pouvoir être conservé dans un congélateur et d'être disponible chez les ménages. Alors, concernant les animaux maigres, et là aussi on peut s'interroger sur l'évolution de la demande sur les marchés européens que sont nos deux marchés clients, l'Italie et l'Espagne. Vous avez ici la courbe du prix des broutards de 6 à 12 mois Charolais et Limousin. Vous voyez qu'au moment du confinement, il n'y a pas d'évolution majeure des prix. C'est plutôt maintenant qu'on observe une diminution des prix qui est plus marquée que les 2 années précédentes, à la fois pour le Charolais et le Limousin. Elle est plus marquée pour le Charolais. Et on peut donc s'interroger de savoir si les engraisseurs italiens ne sont pas actuellement un peu frileux face à une diminution de la demande potentielle en Italie. Alors, pour conclure sur la viande bovine, ce qu'on peut dire, c'est que la crise sanitaire a accentué la demande en viande hachée en GMS. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que ce niveau de très forte demande va se maintenir ou au contraire va ralentir? Probablement que la hausse de la demande de viande hachée, comme on le voit depuis de nombreuses années, va se maintenir, peut-être pas au même niveau qu'elle a pu l'être au moment de la crise. Toutefois, ça nous amène à réfléchir sur 3 questions. D'abord, l'équilibre matière, avec des ventes de pièces qui concernent surtout le quartier arrière, et puis des ventes de steak haché qui sont faites à partir des morceaux du quartier avant. Et deuxièmement, une question sur l'équilibre financier de la carcasse, parce que la valorisation du quartier avant est un peu plus faible que la valorisation du quartier arrière. Et donc, le déplacement de l'équilibre matière a aussi induit un déplacement de l'équilibre financier au niveau des abattoirs qui peut les pénaliser. La deuxième chose, c'est que globalement, la viande hachée est issue plutôt du troupeau laitier, que ce soit des vaches laitières ou de jeunes bovins laitiers, et dans une moindre mesure de vaches allaitantes. Et donc, plus on a de consommation de viande hachée, plus globalement, certains types d'animaux sont sollicités par les industriels français. Et puis, troisième point, ça concerne les marchés d'exportation en animaux vivants, avec quel volume pour les années à venir et éventuellement quels animaux privilégiés, des animaux peut-être plus légers comme des femelles ou des mâles avec race limousine qui est plus légère que la race charolaise. Concernant le secteur laitier, avant de commencer sur ce secteur, je pense qu'il est vraiment important de replacer le contexte. D'abord, en début d'année, on est sur une tendance à la hausse de la collecte au premier trimestre 2020 par rapport à 2019. La collecte est en hausse de 2,5%. Le pic saisonnier de collecte en avril arrive, c'est quelques semaines après le début du confinement, alors que la consommation va être en diminution, notamment la demande sur les marchés d'exportation et puis sur la demande de la RHF. Une forte diminution des ventes dans le secteur de la RHF, comme je viens de le dire, même si ça ne représente que 10%. Une hausse des exportations au premier trimestre qui était relativement soutenue, avec une part de marché par rapport au lait produit qui représente 35% et qui est donc pas négligeable, et puis une forte réduction des ventes sur les marchés AOP, pour les fromages AOP, et notamment sur les rayons coupe des GMS qui ont pu être fermés au début de la période de confinement, et les ventes ont été plus faibles par la suite, notamment sur les pâtes molles. Et puis ensuite le secteur de la RHF qui lui a été fortement impacté. Alors par rapport à ce contexte, eh bien l'interprofession a pris une mesure forte avec la mise en place d'un programme incitatif à la réduction de la collecte
au moment du pic. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, vous avez en orange la moyenne hebdomadaire de la collecte de lait en France et vous voyez le niveau en bleu très plein gras pour 2020 et vous voyez que le niveau du pic a été écrété grâce à la mise en place de ce programme incitatif à la réduction de la production laitière alors qu'on était dans une période de croissance de collecte puisque sur le premier trimestre nous avions eu plus de 2,5% en 2020 par rapport à 2019. L'idée derrière était d'éviter l'engorgement, la saturation des capacités de stockage des outils industriels laitiers. Alors cette mesure, elle a été prise par l'interprofession laitière, par l'ensemble des collèges qui sont présents au niveau de l'interprofession laitière et se sont caractérisés par une réduction de la production entre 2 et 5% entre le mois d'avril 2020 et le mois d'avril 2019 chez les producteurs. Lorsque ces producteurs répondaient à cette réduction de la production, ils pouvaient bénéficier d'une aide de l'ordre de 320 € par millilitre, quelle que soit la nature du lait, qu'il soit conventionnel, AOP ou bio. Alors, au départ, le CNIEL pensait avoir une utilisation d'un budget de 10 millions d'euros correspondant à 31 millions de litres. Finalement, ce programme a très bien marché puisqu'il a permis une diminution plus forte de 48 millions de litres pour 15 millions d'euros. Ça a concerné environ 22 000 exploitations et 270 industriels qui ont transmis un fichier au CNIEL et qui a permis de débloquer ensuite les fonds et d'indemniser les producteurs. Ce schéma interprofessionnel qui a été finalement validé par la Commission européenne a permis d'écréter le pic de collecte au mois d'avril-mai. Par contre, les exportations françaises de produits laitiers se sont plutôt bien tenues. Vous voyez qu'au premier trimestre, les opérateurs français avaient de bons niveaux d'exportation sur les marchés européens et internationaux avec plus 4,3%. Finalement, pendant la période Covid de confinement et post-confinement, entre avril et juin, les exportations se sont stabilisées à plus 0,2%. Et c'est plutôt au troisième trimestre qu'il y a une légère érosion des exportations. Mais on peut globalement dire que les exportations françaises se sont bien tenues sur les 9 premiers mois de l'année avec une croissance globale de l'ordre de 1%. Alors, concernant la consommation des ménages, vous avez exactement les mêmes types de graphiques que pour la viande et on va voir pour les 5 catégories de produits ce qui s'est passé. Vous voyez que pour le lait liquide, eh bien, donc le lait UHT essentiellement, la demande a été particulièrement forte en mars et avril avec une hausse de l'ordre de 10% sur ces 2 mois. Ensuite, vous avez les produits ultra frais, donc qui sont plus difficiles à conserver avec une augmentation qui a été de l'ordre de 5%. Pour le mois de février, le mois de mars et une augmentation de 15% pour le mois d'avril. Pour le beurre qui se stocke aussi dans un réfrigérateur, la consommation a augmenté de 20% au mois de mars et de 25% au mois d'avril. On voit très bien cette courbe en cloche d'accroissement de la demande. La demande de crème est relativement soutenue en France au cours des dernières années. Elle a été particulièrement au moment de la période de confinement avec une augmentation de l'ordre de 20% en mars et de 40% en avril. Et pour finir, la consommation de fromage. Alors cette courbe est un peu trompeuse dans la mesure où il faudrait distinguer les fromages AOP et des fromages plus standards et ceux qui peuvent se conserver. Vous voyez donc sur ce graphique une augmentation de l'ordre de 15%. Avec probablement plus de pâtes pressées cuites qui ont bien fonctionné, notamment en mars et en avril.
Donc, pour conclure sur la partie produits laitiers, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une réaction rapide de l'interprofession pour écrêter le pic de collecte avec un plan de maîtrise de la production qui a plutôt bien fonctionné. Une stabilisation du lait qui s'est effectuée sous forme stockable avec un fonctionnement des tours de séchage qui ont permis de fabriquer de la poudre de lait écrémé pour la partie protéique et de l'autre côté du beurre pour la partie grasse qui ont été fabriqués dans les beurreries pour finalement trouver une forme stockable pour le beurre et la poudre de lait, et puis aussi des fromages de garde qui ont été aussi fabriqués. Les grands groupes industriels aux activités polyvalentes ont pu réorienter leur flux vers plus de produits stockables, vers plus de produits GMS, et ce aux dépens de la restauration hors foyer. Pour finir cette première partie sur la France, un regard très rapide sur la filière foie gras. La première période de consommation du foie gras, c'est bien évidemment Noël avec à peu près 70% des ventes, mais la période de Pâques est aussi une période favorable où d'habitude il y a de nombreuses promotions avec des forts taux promotionnels qui ont été contraints cette année du fait de la loi Egalim. Et donc les opérateurs misaient quand même beaucoup sur cette période, mais on a observé une forte réduction des ventes et la constitution de stocks importants, à la fois en GMS dû à la mévente et aussi dans les outils industriels sans véritable solution immédiate alternative. Pour la filière chevreau, c'est à peu près la même chose qui s'est passée, avec une sortie des chevreaux engraissés qui s'effectue à Pâques et qui correspond à une demande relativement forte dans la région Nouvelle-Aquitaine et dans la région Pays de Loire. Et puis des exportations relativement soutenues vers l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Ces exportations représentent à peu près 50% des volumes, voire un petit peu plus selon les opérateurs. Et donc, la mise en place du confinement est tombée vraiment au très mauvais moment puisque c'est la période où sont écoulés ces volumes, à la fois sur le marché national et à l'exportation. Globalement, au niveau de la production, donc des ateliers d'engraissement, la situation a été normalisée dans la mesure où les trois grands outils industriels d'abattage français ont accepté de prendre tous les chevreaux engraissés. Mais par contre, ça a nécessité la constitution de stocks congelés qui sont à un niveau au-delà des niveaux habituels du fait de la mévente sur le marché national et sur le marché à l'exportation à Pâques. Et aujourd'hui, alors que la campagne a commencé au mois de septembre avec à nouveau des abattages de chevreaux et de la congélation pour préparer Noël, les industriels doivent faire face à des surstocks relativement importants. Et donc toute la stratégie des industriels aujourd'hui et de la filière, c'est d'arriver à éponger ces surstocks pour arriver à un nouvel équilibre offre-demande. Maintenant, nous allons regarder quelques exemples sur les marchés internationaux avec, comme je l'ai dit en introduction, des données sur les abattages aux États-Unis, pays qui est extrêmement touché par la crise sanitaire, les échanges de viande bovine à travers le monde et les échanges de produits laitiers également à travers le monde. Alors sur ce graphique, vous avez l'évolution de l'index de la FAO Food Price qui correspond à une mesure d'un panier de matières premières agricoles disponibles à l'exportation sur les marchés internationaux et qui montre quand même ce vent de panique qu'il y a pu y avoir à partir du mois de février sur le marché international avec un effondrement des volumes et des prix. Cet effondrement des prix correspond à des difficultés logistiques, à la fois pour la préparation des commandes, pour les exportations et pour le déchargement sur les ports d'importation, avec une offre plus importante que la demande et un vent de panique qui a duré jusqu'au mois de mai et ensuite un redémarrage des exportations et de la demande, un équilibre offre-demande qui revient à un niveau plus normal et les prix qui se redressent.
Concernant nos produits viande et produits laitiers, vous voyez que pour les produits laitiers qui est représentés sur cette courbe bleue, eh bien, vous avez une période difficile qui correspond au mois d'avril, au mois de juin, et ensuite un niveau de prix qui est relativement comparable à celui qu'on avait pu observer l'année dernière. En revanche, pour les viandes, eh bien, on a une dégradation depuis le début de l'année qui ne s'est pas du tout redressée jusqu'à présent et qui laisse sous-entendre un équilibre offre-demande relativement difficile concernant le secteur des viandes. Alors, pour essayer d'illustrer ça plus en détail, vous avez pour commencer l'évolution des abattages de porc aux États-Unis. Vous constatez sur cette courbe que les abattages sont orientés tendanciellement à la hausse avec un phénomène de saisonnalité infra-annuelle et vous remarquez une chute vertigineuse des abattages pendant la période avril, mai, juin qui correspondent donc à la période où les outils d'abattage ont connu des difficultés en termes de présence de personnel, d'organisation des équipes dans les abattoirs du fait justement de cette crise sanitaire. Alors aujourd'hui, la situation est en train de se normaliser, comme vous pouvez le voir avec la reprise des abattages avec un niveau relativement important et comparable à ce qu'on pouvait voir par le passé. Mais globalement, il y a eu un surstock d'animaux vivants avec des poids d'abattage qui ont augmenté et toute la difficulté aujourd'hui est de diminuer ces poids d'abattage pour arriver à retrouver un équilibre offre-demande à la fois en tête et en poids. De ce fait, cette surcharge sur le marché a conduit à une baisse des prix, comme vous pouvez le voir sur ce graphique avec les prix du porc aux États-Unis, une diminution des prix qui était déjà observée en fin d'année et qui s'est poursuivie notamment pendant la période de la crise sanitaire. Vous voyez que les prix n'avaient pas été aussi bas depuis novembre de 2016. Les prix sont en train de remonter du fait de cette normalisation de l'équilibre offre-demande. Alors, concernant la viande bovine, vous avez là aussi les prix de la viande désossée congelée, qui est un produit relativement international pour différentes origines. Et vous voyez que sur la période de fin d'année 2020, où on a une très forte érosion des prix. Et si on prend par exemple le Brésil, avec une érosion des prix passant de 4 500 € la tonne à moins de 3 500 € la tonne. Alors, cette évolution est due à une perturbation sur les marchés internationaux, avec ici 3 exemples. Le Brésil, avec un creux marqué en janvier jusqu'en mai 2020. L'Australie, avec une diminution en janvier liée probablement à des exportations sur l'Asie. Et à nouveau sur la fin d'année à partir d'août, septembre, octobre. Et puis sur la Nouvelle-Zélande, une dégradation régulière depuis mai 2020. Cette évolution elle est due notamment à une réduction de la demande en Chine, même si au niveau de l'ensemble des viandes et des abats, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, eh bien, la demande en Chine, elle reste soutenue. Eh bien, sur la partie viande bovine, il y a une érosion de la demande qui s'opère actuellement. Pour finir, vous avez ici le prix du beurre et de la poudre de lait au départ de l'Union européenne. Et ce que je voulais vous montrer, eh bien, c'est ce vent de panique qu'il y a eu sur les marchés internationaux, avec une très forte chute du prix du beurre et de la poudre de lait écrémé au moment du Covid, mais dès que la situation s'est rétablie avec un redémarrage des échanges, notamment vers l'Asie, les prix ont à nouveau augmenté et se sont stabilisés à un niveau comparable à ce qu'on pouvait voir à la fin de l'année 2019.
Alors, comme vous pouvez le voir ici sur ce graphique, les importations chinoises sont plutôt orientées à la hausse. Il y a eu des périodes de creux, et notamment en janvier-février de l'année 2020, mais ensuite on a eu un redémarrage des ventes qui a permis un redressement des prix. Actuellement, la tendance des importations chinoises en produits laitiers est plutôt orientée à la baisse. Donc finalement, pour conclure, quelle piste de réflexion peut-on avoir par rapport à ces sujets de résilience, d'agilité et d'adaptation des acteurs de la filière? C'est plutôt 4 questions qui sont posées. Comment développer des outils de suivi rapprochés de l'offre et de la demande? Par exemple, le CNIEL a mis en place avec le panéliste IRI une évolution approximative, certes, mais à la semaine de la demande des consommateurs. L'Institut de l'élevage, à la demande d'Interbev, a mis en place un indicateur de sortie de jeunes bovins à la semaine pour essayer d'évaluer le surstock de jeunes bovins et faire en sorte qu'ils puissent être abattus avant l'âge de 24 mois pour ne pas perdre de leur valeur. Deuxième point, comment accroître la capacité d'un débouché lorsque un autre est en difficulté. Donc, quelles sont les capacités de basculer d'un débouché, par exemple RHF, vers un débouché GMS. Troisième point, développer les capacités d'adaptation sur le plan logistique. Lorsque la demande est particulièrement forte au niveau de la GMS, a-t-on tous les outils disponibles au niveau de l'outil industriel pour approvisionner la GMS et ne pas perdre de vente et essayer de lui donner satisfaction, au moins sur le plan des volumes. Et puis finalement, cette crise, elle pose une question plus large. Quelle est notre capacité d'anticipation sur des situations difficiles, qu'elles soient sanitaires ou autres? Voilà ce que je voulais vous dire en ce début d'après-midi. Je vous remercie pour votre attention. Voilà donc la présentation de Yves Trégaro qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous. Donc on avait vu tout à l'heure avec Patricia donc la problématique de matières premières. Là avec Yves donc comment ça a joué sur les filières. C'était complémentaire par rapport à ce matin notamment sur la filière viande bovine.